Comment je me suis retrouvée un 31 décembre en Pologne, en train de parler à des inconnus sur la place principale de Cracovie. Il y a quelques années, je suis tombée sur la vidéo de HAL 236, issue de sa série Stendhal Syndrome sur l'artiste polonais Zdzisław Beksiński. La série, elle porte très bien son nom parce que j'ai été subjuguée par l'œuvre de l'artiste, si bien qu'un jour je me suis fait la promesse que j'irais à son musée et sur sa tombe. Beksiński, c'est un artiste contemporain qui a produit une œuvre considérable et il est tristement connu pour sa fin tragique. Na ostatnie spotkanie z malarzem przyszły setki sanoczan. Przy trumnie czuwali bezdomni, których Beksiński wielokrotnie wspierał. Choć artysta wyprowadził się z rodzinnego Sanoka blisko 30... Au-delà de son œuvre, je pense qu'il y a quelque chose de plus qui m'a touchée chez lui et qui a fait émerger tout un tas de questions sur mes origines. Mes racines polonaises, j'ai finalement que très peu d'infos. On me dit souvent que j'ai des traits slaves et j'ai mon nom de famille, donc Marina Stanek. Mon grand-père paternel, Stanislas, il est venu en France et il nous a transmis ni la langue ni la culture polonaise. Il y a toujours eu ce silence un peu convenu, on ne parlait pas du sujet. J'ai jamais vraiment su pourquoi il avait coupé les ponts avec tout le pan de sa famille polonaise. Il a fini par refaire sa vie dans le nord de la France et il n'évoquait jamais ce sujet qui semblait très sensible à ses yeux. Il a vécu comme s'il était lié d'aucune manière avec ce pays et est mort avec ses secrets. Un jour, mon père a reçu un courrier, vraisemblablement d'une cousine, qui parlait des fameux mystères autour de notre famille. Comme je savais que j'allais pas avoir de réponse à mes questions quant à mes origines, j'allais faire ce que j'ai appelé une réparation symbolique. J'allais utiliser le prétexte de ce voyage pour partir en Pologne et pour reconnecter avec mes origines. La seule personne qui pouvait répondre à mes questions, c'était ma grand-mère. Tu sais pourquoi papy, il voulait pas aller en Pologne, pourquoi il parlait pas la langue, etc. Il t'a expliqué? Oui, non. Jamais, il t'a jamais parlé de ça. C'est dommage, pourquoi, je ne sais pas. Il parlait à la maison, il parlait pas polonais. Ça, c'est, voilà, il ne parlait plus couramment après. Ouais. Même avec ses tantes, quand on allait voir ses tantes, il suivait pas toujours, là. Il avait perdu beaucoup. Il a perdu beaucoup de la... Non, il parlait pas le polonais à la maison. Et visiblement, elle en savait pas beaucoup plus que moi, ce qui allait pas m'empêcher de faire ce voyage. Et la première chose que j'ai fait en arrivant, c'est que j'ai commencé à demander à des inconnus ce qu'ils savaient sur Beksiński. So, like for example, he didn't put any titles into his paintings. It's just paintings, and all of them are apocalyptic. Myślę, że bardzo mocno jego sztuka łączyła się z tym, co miał w głowie. Myślę, że było dużo emocji, dużo nierozwiązanych spraw. I cieszę się, że możemy w większości oglądać tę kolekcję w Sanoku czy w różnych innych polskich miastach. I ja uważam osobiście Beksińskiego za jednego z lepszych, o ile nie najlepszych polskich malarzy współczesnych. Zdzisław Beksiński jest jedną z ikonicznych postaci w Polsce, jeśli chodzi o sztukę. Dla mnie osobiście jego twórczość jest troszkę za bardzo mroczna. Po jego wystawie, którą miałam przyjemność obejrzeć w zeszłym roku bodaj lub 2 lata temu w Warszawie, no jest taki niepokój, tak? Quand on voit les œuvres de Beksiński, ce sont des visions apocalyptiques et cauchemardesques. Et le raccourci qu'on fait parfois un peu trop rapidement, c'est que la guerre, le lourd passif de la Pologne et son historique personnel, puisqu'il souffrait de dépression, justifieraient l'ensemble de son œuvre. Stary, nauczyłem się żyć z depresją. To jest ta sytuacja, która różni mnie od mego syna, który ma depresję, a nie bardzo umie z nią żyć, prawda? Ses œuvres étaient le fruit de ses visions, de ses peurs, et n'avaient pas de lien direct avec le monde réel. Et je dirais que c'est ce qui me bouleverse d'autant plus, d'imaginer qu'il nous donne à voir des images du plus profond de son inconscient, un peu comme Peter Birkhauser, il peignait ses rêves. Pour reconnaître des œuvres de Beksiński, c'est simple. Elles sont jamais peintes sur des toiles, mais sur des sortes de placos. Et chez lui, la création, elle est plus forte que tout. Et tu sens que Beksiński a tout fait pour trouver des supports à ses œuvres, quoi qu'il en coûte. Il lui est même arrivé de récupérer des restes de cercueils dans sa ville natale pour en faire des encadrements pour ses œuvres. La plus grande majorité de ses œuvres, elles se trouvent au musée de Sanok, et j'ai eu la chance de discuter avec le directeur du musée et d'accéder aux archives. Yeah, currently we are in the reconstruction of Beksiński's workshop, of his Warsaw workshop, where he spent nearly last 3 decades of his life, and it is like small universe because he spent a vast majority of his life within the workshop, creating those incredible paintings, and you can also see the surrounding filled with those CDs, huge collection of over 1,000 CDs,
and that shows his great passion and love to classical music. For all of his life, he wanted his art to evoke emotions, the same emotions that he got listening to the music, to the classical music, and composers such as Gustav Mahler, they were huge inspiration to him. There are also other things that show his passions, like computers, like cameras that he had been collecting throughout his life. After Beksiński's death, the Historical Museum in Sanok inherited huge, giant collection of his art. It was over 5,000 works that we brought here to Sanok due to the last will written down in 2001 by Beksiński, when he decided he'd like to give everything that he possessed to the Historical Museum in Sanok. He put one condition in the last will in the document. He wanted us to create the constant gallery where we could show the output of his life. And between 2007 and 2012, a new part of the castle was being built, and finally it was opened in 2012 and serves us as a constant gallery of Zdzisław Beksiński's art, in which we do show over 600 works of his life, the most significant, the most beautiful paintings, but also a great collection of drawings, of sculptures as well, also artistic photography. So in general, everything that shows and illustrates his versatile character, because he was really incredible when it comes to the spread of his horizons, and probably the most versatile Polish artist after the wartime. Incredible. Visiting the museum is to pick up some about his biography, but most of all to get the atmosphere of his works and to be touched by it. J'ai rencontré Piotr Zelny, archiviste du musée de Sanok. So my work for today, for that winter season when there are not so many tourists, is to make an order with the archive of the family of Beksiński, because the museum inherited whole possession. The museum is the main heir of the family of Beksiński. Alors ça va des documents les plus triviaux, comme des factures, en passant par des documents administratifs ayant appartenu à Beksiński, mais aussi par des documents beaucoup plus rares et précieux, comme l'arbre généalogique du côté de sa maman, ou encore des dessins de Tomasz quand il était petit. J'ai adoré me perdre à chaque étage et m'imprégner de son univers, qu'on retrouve quel que soit le médium qu'il utilise. Et beaucoup d'endroits dans la ville de Sanok honorent sa mémoire de façon plus ou moins subtile. Que ce soit le nom d'un rond-point, un arbre triste planté en son honneur, une fresque en contrebas du musée, ou encore une statue qui prend froid sur la place principale. On sent vraiment que sa ville natale est très fière de l'héritage qu'il a laissé. Beksiński a été connu de son vivant, et ce grâce au travail de son galeriste Piotr Dmowski. Sa relation avec lui, c'était une relation ambivalente. Ils avaient besoin l'un de l'autre, Beksiński pour gagner sa vie, et Piotr avait une grande admiration pour le travail de l'artiste, mais parfois Beksiński se sentait entravé par ce lien. Il se sentait pressurisé à créer dans des conditions qui brimaient son élan créatif, et il manquait pas d'en parler dans des termes très clairs et respectueux, dans des lettres, avec un trait d'humour qu'on lui reconnaît bien. On retrouve notamment ces échanges savoureux dans la correspondance des deux hommes. Piotr Dmowski, il a créé un site qui est assez effrayant et obscur au premier abord, très complet, qui compile l'ensemble de l'œuvre de l'artiste, dans lequel tu vas retrouver de nombreuses vidéos, des coupures de presse. C'est une véritable mine d'or d'informations dans laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à me perdre. Et quand tu te balades sur la section commentaires, ça ressemble à une sorte d'association d'adorateurs de Beksiński, dont je fais partie. Il faut savoir qu'à Cracovie se trouve d'ailleurs une galerie qui porte le nom de Piotr et Anna Dmowski, et j'ai eu l'occasion d'y faire un tour et je vais t'y emmener. L'exposition est plongée dans le noir et seules les œuvres sont éclairées et permettent de voir toute la virtuosité du travail de l'artiste. J'ai eu un énorme coup de cœur en particulier pour cette œuvre, qui semblait comme illuminée d'une lumière radioactive, tant les couleurs étaient vives. Seul petit bémol à mes yeux, la musique qui est jouée tout au long de l'exposition oriente l'expérience du visiteur et permet pas forcément la contemplation méditative qu'invite ce type d'œuvre. Le côté très dramatique teinte directement les émotions qu'on est censé ressentir face à elle, quand bien même les scènes représentées sont assez sombres. Sinon, la scénographie est sublime dans l'ensemble et met vraiment en valeur le travail titanesque, minutieux et la touche délicate de Beksiński. Ce qui est assez incroyable avec Beksiński, c'est qu'il a produit, en plus de ses œuvres, une quantité d'images colossales où il documente son quotidien.
Alors des images assez anodines, où tu vas apprendre par exemple qu'il adorait le château de Książ que j'ai eu l'occasion de visiter. Na przykład w Głogowie jakieś zrujnowane kościoły gotyckie, po tym jakieś zamki, tak jak w Książu. No tego rodzaju rzeczy mnie ciekawią. Mais aussi des choses plus profondes sur le sens qu'il donnait à son art. Ja powiedziałem wtedy, ażeby się uwolnić od interpretacji symbolicznej, której wręcz nie znoszę, że u mnie, jeżeli w ogóle o cokolwiek idzie, to idzie o atmosferę i o nastrój w obrazie. Z tym, że jest pewna gama nastrojów, które ja lubię i pewna gama nastrojów, które eliminuję, których tam nie ma. Natomiast w żadnym wypadku nie chciałbym, ażeby powiedzmy krzyż był interpretowany jako symbol odkupienia w zrozumieniu chrześcijańskim i tak dalej, ze względu na to, że mnie chodzi o atmosferę, raczej o nastrój muzyczny. Ja widzę to jakoś bardzo muzycznie, tak mi się wydaje, każdy obraz. Być może, że inni tak nie widzą, być może inni widzą inaczej muzykę niż ja widzę. Des vidéos de lui en train de créer dans son atelier, encore des vidéos où il part de son rapport à la musique. Pana pracy malarskiej zawsze towarzyszy muzyka. Czy nie może pan w ogóle bez tego malować? No w jakimś sensie rzeczywiście nie mogę, to znaczy czasem jak mnie boli głowa, ale ja wtedy właściwie nie maluję, albo niewiele maluję, ale w zasadzie bez muzyki i neski to jakoś nie potrafię malować. Rzeczywiście jest to, ja ją nie zawsze słyszę, to znaczy nie zawsze słyszę świadomie, ale w każdym razie jakoś to pomaga. To jest jakaś taka zbitka muzyka i picie kawy, z tym, że kawy nie lubię, a muzykę lubię. Później są takie ulubione jakieś utwory muzyczne, które powiedzmy jakieś symfonie, które długo doprowadzają do ostatecznego rozwiązania i wtedy nie można mi w ogóle przeszkadzać. Ja wreszcie jak już czekam na ten wielki finał, to odkładam pędzel, staję i muszę wielkiego finału muszę wysłuchać, prawda, nie robiąc już nic innego. Ou des simples moments de famille qu'il partageait avec son fils et sa femme. Beksinski s'est très vite approprié les outils numériques, notamment les ordinateurs, à la fin de sa vie, pour les utiliser à des fins créatives. Concernant sa vie personnelle, on la retrouve très bien illustrée dans le film qui s'appelle The Last Family, mais aussi dans un livre d'une autrice polonaise que mon amie Justyna, qui est historienne de l'art, m'a aidée en le lisant puisqu'il n'existe malheureusement pas d'exemplaire en anglais. Ce que je trouve bien dans ce livre, c'est le fait que l'auteur a fait une bonne recherche journalistique dans le sens où elle a rencontré énormément de personnes qui sont liées autant dans la famille de Zdzisław que après de son fils. Et ce qui ressort, c'est vraiment une famille polonaise des années de communisme, de problèmes politiques général, mais qui vit, qui est incrustée dans le monde et qui essaye de s'en sortir malgré le manque d'argent, malgré les problèmes familiaux. C'est l'histoire d'un artiste qui peint dans son salon parce qu'il n'a pas de place, qui s'impose avec son art dans un milieu familial, et sa femme, elle est tout à fait d'accord pour ça. Et c'est un artiste qui vit des moments difficiles parce que son fils, il ne lui laisse pas la vie complètement comme un long fleuve tranquille. Il fait plusieurs crises, il peut taper la mer. Voilà, il a toujours fait des histoires. Et Beksinski, dans tout ça, il est dans son monde. C'est comme s'il était déjà quelque part ailleurs, en fait. C'est comme s'il il était résigné. Donc c'est une histoire de famille très très compliquée qu'on peut voir très bien dans le film The Last Family. Il s'est marié avec Zofia, dont il était très épris. C'était une femme dévouée et discrète, qui va vraiment œuvrer dans les coulisses pour faciliter la logistique que requiert le métier de peintre. La vie de sa femme lui importait beaucoup et il la consultait régulièrement au sujet de son travail. De cette union est né un fils, Tomasz. Beksinski le considérait pas vraiment comme un enfant. Et lors de leur déménagement de Sanok à Varsovie, ses états dépressifs n'ont cessé d'empirer. Alors, c'était un personnage fantasque, alors pas aussi excentrique que le laisse entendre le film The Last Family. Il a par exemple réalisé ce qu'on appelle un clepsydra, c'est un avis de décès, qui va faire placarder dans toute une ville, alors qu'il était toujours bien vivant.
J'ai d'ailleurs eu la chance de voir l'exemplaire original, et d'après l'historien à qui j'ai parlé, donc du musée de Sanok, c'était une simple blague. Tomáš, c'est un animateur radio reconnu, et il partageait avec son père ce tempérament dépressif qu'il n'a pas réussi à soigner ni sublimer de son vivant, ce qui le conduira à de nombreuses tentatives de suicide. Et la vie, elle a parfois une ironie assez singulière. Il a survécu à un crash d'avion avec une autre personne, lui qui exprimait régulièrement son envie d'en finir avec la vie. Il se suicide en 1999, et cette année-là, Bekchinski crée cette œuvre, qui ressemble à une figure parentale qui enlace un enfant dans ses bras. Et dans les archives se trouve la lettre d'adieu que Tomáš a rédigée pour son père. Tomáš repose aux côtés de sa mère, Zofia, dans le caveau familial à Sanok. Bekchinski disait qu'il a éprouvé une forme de soulagement à l'annonce de la nouvelle, car il savait que son fils était dans une très grande souffrance psychique. À la fin de sa vie, Bekchinski il avait acheté un petit appartement, plus petit que celui qu'il avait auparavant, et il y a aménagé son studio. Il y peint cette œuvre, et la légende raconte qu'elle a été témoin de l'atroce assassinat de l'artiste. Ce qui s'est passé, c'est que il était très connu dans l'environnement de Bekchinski, que c'était quelqu'un qui était fasciné par la technologie, et on savait qu'à la maison, il en a les derniers Walkman, caméra, cassette vidéo, gramophone, et un ordinateur du dernier cri que personne n'avait. Donc le fils de ce monsieur Handler, qui pensait que M. Bekchinski était très riche. Et c'était un enfant de 16 ans qui est sorti un soir faire une fête. Et il s'est retrouvé à être apparé par deux autres jeunes qui lui ont demandé de l'argent. Il était tellement terrifié qu'il voulait tellement pas décevoir son père, qui travaillait énormément, qui trouvait des petits boulots par-ci par-là pour pouvoir leur donner à vivre, qu'il a eu l'idée d'aller voir M. Bekchinski pour prêter l'argent. Tout ce qu'on sait, c'est que le jeune monte à l'appartement de Bekchinski, il sonne et il dit que mon père il arrive, ce qui n'est pas vrai. Et il demande à Bekchinski, qui était en train de peindre, donc qui était dans son vêtement d'artiste, avec des pinceaux à la main, il lui demande de l'argent. À ce que Bekchinski répond: t'es fou, je vais appeler ton père. Il prend le téléphone, il appelle son père, et pendant ce temps-là, le père est sous la douche et il ne répond pas. Et c'est là que le fils a une idée de prendre un couteau, et il s'acharne sur... en fait, je suis désolée, mais il les planque et il lui donne 17 coups de couteau dans l'appartement, en sang-froid, après quoi il part. Et c'est là qu'il y a le père qui appelle en même temps Bekchinski, et qui laisse un message sur le répondeur en disant Panie Zdzisławie, dzwonił pan do mnie, c'est-à-dire Monsieur Zdzisław, vous m'avez appelé. Il meurt en 2005 et ne laisse quasiment aucune descendance. Il a cédé de son vivant la quasi-majorité de son œuvre au musée de Sanok. Il repose dans le caveau familial aux côtés de Zofia et de Tomáš. Dans l'audioguide du musée de Sanok, on peut entendre que cette œuvre est presque prémonitoire, avec cette croix comme point final et testament artistique de son travail. La psychologue Esther Perel, elle explique dans un podcast dont j'ai oublié le nom, qu'on évolue dans une société qui a perdu ses ancrages religieux et qu'on les a déplacés ailleurs, notamment dans l'amour romantique. Et moi, je trouve ça crucial de réinjecter du sacré dans nos vies. L'auteur et tarologue Alejandro Jodorowsky a réalisé un film autour de la psychomagie. La psychomagie, c'est parler le langage de l'inconscient pour réparer des blessures. Cuando una persona en psicoanálisis tiene un problema, se le dice con palabras, se habla con palabras, vamos a buscar cuál es el trauma que te produjo esta enfermedad. El trauma no se ha solucionado, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Ya sé lo que tengo. ¿Qué hago? Entonces me vi obligado a sanar, es decir, a inventar la psicomagia. Dalí dijo que quería traer los sueños a la realidad. Yo seguí el camino antisurrealista, lo contrario. Yo dije, todo está en el inconsciente. No se le puede enseñar al inconsciente a hablar el lenguaje de la realidad. Hay que enseñarle a la razón a hablar el lenguaje de los sueños.
Et durant ce voyage, j'ai compris d'où venait ma mélancolie slave en me plongeant dans les œuvres de Bekchinski.